Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal avec au sommaire notamment de l'actualité, le placement en garde à vue de Moula Issouf Madi dans le cadre d'une affaire de fausse procuration lors des dernières élections municipales partielles de M'Tsangamouji. Et pour en parler avec nous en direct du tribunal de grande instance, Patrick Mian. Bonsoir Patrick. Bonsoir Amina. Alors, après 48 heures de garde à vue, l'ancien maire de M'Tsangamouji, secrétaire fédéral du Parti socialiste, devait être présenté ce matin en juge d'instruction, sauf que les avocats ont empêché la tenue de l'audience. Vous nous en direz davantage tout à l'heure sur la situation. Et avec nous également sur ce plateau, Pierre Bellucci, rédacteur en chef du journal télévisé de KTV. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors avec vous, il sera question de cette sordide affaire de chiens, des chiens torturés et brûlés à Kawini, dans le quartier de la Jolle. On en parlera plus amplement dans quelques instants. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 28 octobre. Alors Pierre, avec vous, comme on l'a dit tout à l'heure, la grève des avocats qui a empêché cette audience avant qu'on puisse voir notamment les titres de l'actualité d'aujourd'hui. On en parlera, mais un point quelque part sur ce qui s'est passé. Juste un petit point, le ton a un peu monté puisque l'audience n'a pas pu avoir lieu en raison de la grève des avocats. Donc voilà, cette audience, le ton est monté, la gendarmerie est allée sur place, finalement ça a eu lieu. On va en savoir un petit peu plus avec Patrick sur place, mais en tout cas c'est compliqué cette affaire. Alors tout de suite, les titres de ce mercredi 28 octobre. Le secrétaire fédéral du Parti socialiste doit être entendu par un juge d'instruction depuis ce matin, terme de sa garde à vue. Mais les avocats en grève refusent toute audience et le ton monte d'un cran devant le tribunal. Les explications avec nos envoyés spéciaux en direct sur place. La saison chaude s'installe et avec elle les risques de problèmes physiques. Les métabolismes sont souvent mis à rude épreuve et chacun doit donc prendre ses précautions. Avec la saison chaude, le retour du fruit à pain ou encore des mangues ravit la population. Les étals accueillent les nouveaux fruits et légumes de saison et nous sommes donc partis à la rencontre des marchands locaux. Reportage. Et on en parlait tout à l'heure en début de ce journal, la mise en garde à vue, le placement en garde à vue l'ancien premier magistrat de M'Tsangamouji. Avec nous Patrick, depuis le tribunal de grande instance. Patrick, où en est la situation? L'audience a-t-elle eu lieu finalement? Oui, Amina, l'audience a eu lieu. Alors, elle a été perturbée. Pourquoi? Eh bien, parce que les avocats du barreau de Mayotte, en tout cas de Mamoudzou, ont souhaité perturber l'audience du juge d'instruction parce que l'avocat de Moula Issouf Madi, effectivement, qui est arrivé de la Réunion, selon les avocats de Mayotte, lui, l'avocat réunionnais, n'a pas respecté le mouvement de grève. Donc, du coup, ça a un peu énervé effectivement les avocats et du coup, ils ont bloqué cette audition. Moula Issouf Madi, effectivement, est arrivé ce matin aux alentours de 8h30 au tribunal. Et il a dû attendre effectivement aux alentours de 18h pour passer effectivement chez le juge d'instruction. Alors, il l'a maintenant, ça y est, il a eu son audience auprès du juge d'instruction. Qu'est-ce qu'a décidé le juge d'instruction? La réponse, elle est très claire. Il a demandé de la détention provisoire. Actuellement, au moment où je vous parle, il y a seulement quelques secondes, Moula vient de passer juste à côté pour voir le juge des libertés et des détentions. C'est le juge maintenant des libertés et des détentions qui va décider si oui ou non Moula va partir à Majicabou. Alors, l'ambiance est-elle tendue ou plutôt apaisée malgré tout? Alors l'ambiance, elle est lourde, elle est très très lourde, Amina, puisque y a la famille, il y a des amis qui sont venus soutenir Moula ici. Tout à l'heure, on a entendu des pleurs de la famille qui ont compris que ça allait être compliqué pour Moula. Évidemment, il y a également des gens, je ne vais pas citer les noms, mais il y a des gens de tout partis politiques qui sont venus ici au tribunal, y compris des gens des Républicains, de l'UMP, des partis socialistes qui sont venus, y compris des autorités, enfin des gens connus pour soutenir Moula parce que c'est la famille, parce que c'est le village, parce que ok, il est d'un parti politique différent, mais c'est le village qui est touché au travers de Moula et de cette détention probable qui sera décidée dans quelques secondes, peut-être même dans ce journal en direct, dans quelques secondes par le JLD. Alors, du côté du parti politique du prévenu, comment ça se passe? Est-ce qu'on a eu des premières réactions?
Non, très peu de réactions. J'ai essayé de joindre Ibrahim Aboubacar, impossible d'avoir une réaction. J'ai essayé de joindre également le sénateur Tani, impossible. Enfin, moi je les ai eu au téléphone, hein, mais ne souhaite pas évidemment s'exprimer. On sent que l'ambiance est lourde, elle est pesante, d'autant que à la minute où je vous parle, on ne sait pas, même si on se doute bien, mais on ne sait pas si il va partir à Magicavo dès ce soir. Alors, personne ne veut s'exprimer sur ce sujet pour le moment. Oui, une ambiance lourde au sein du Parti socialiste. Ça, on peut le comprendre, Mina. Un petit mot, Patrick. Un petit mot sur la poursuite du mouvement des avocats. Qu'est-ce qu'il en est là? On imagine que voilà, ils ont durci les choses. Aujourd'hui, ils n'ont pas voulu que cette audience se tienne. Finalement, elle se tient. On imagine que là, c'est la colère au niveau des avocats. Oui, c'est la colère au niveau. Oui, bien sûr, c'est la colère au niveau des avocats, Pierre. Mais quand même une bonne nouvelle. Logiquement, d'ici 1 heure, 2 heures, 3 heures maximum, les avocats devraient lever la grève. Pourquoi? Il y a au niveau de la chancellerie un accord qui est sur le point d'être signé entre les avocats et la chancellerie, un accord qui irait en faveur des avocats, car la situation comme celle qui est aujourd'hui à Mayotte est tout simplement intenable pour la justice. Les audiences ne peuvent pas se tenir et évidemment il y a beaucoup d'affaires, comme vous le savez, ici à Mayotte. Donc normalement, Pierre, à partir de demain, les avocats ne devraient plus être en grève si effectivement cet accord devait intervenir dans les heures qui viennent entre la chancellerie et les avocats. Juste un petit mot sur la situation, sur ce qui s'est passé. C'est un peu inédit. On n'a jamais vu ça, des avocats qui, voilà, l'intervention aussi de la gendarmerie. Comment ça s'est passé exactement, vous qui étiez sur place? Il n'y a pas eu, Pierre, d'intervention des forces de l'ordre. Il n'y a pas eu d'intervention des forces de l'ordre. Elles ont été contactées, que ce soit policiers et gendarmes ont été contactés. Les avocats sont passés vraiment à 2 doigts de l'intervention des forces de l'ordre. Le procureur et le juge, Madame Roy, la juge d'instruction, n'imaginez pas une seule seconde que Moulin puisse être relâché parce que on ne pouvait pas faire cette audience. Donc la seule solution qui est restée, c'est effectivement faire intervenir les forces de l'ordre pour que cette audience puisse avoir lieu. Les avocats étaient au courant que les forces de l'ordre pouvaient intervenir, mais il y a eu cette information qui est descendue de Paris directement en disant pas de panique, tout va bien se passer, pour la simple raison qu'un accord va être trouvé. Alors oui, ça a été hyper tendu. J'ai pu m'entretenir un petit peu avec le procureur Joël Garrigue qui me disait on n'a jamais vu ça, ni à Mayotte ni en métropole. C'était une première, effectivement, et ça a posé effectivement un problème juridique, parce que quand Moulin a quitté la garde à vue, donc la garde à vue s'est arrêtée, il y a un délai, vous savez, c'est 48 heures, et 48 heures après sa mise en garde à vue, il a été effectivement présenté au juge d'instruction. Mais là, il n'est plus effectivement en situation de garde à vue, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est dans une situation où il se retrouve assis sur un fauteuil en attendant effectivement que le juge d'instruction l'appelle. Et là, il a attendu depuis 8 heures ce matin. Et dans quel statut il est à ce moment-là? Parce qu'il est quand même dans une problématique où effectivement il n'est pas en liberté, il n'est pas non plus en garde à vue, et il n'est pas non plus en détention provisoire. Donc c'était un petit peu compliqué. Dieu merci, ça y est, tout s'arrange. Pas bien, pas beaucoup en tout cas pour le pauvre Moula qui va se retrouver probablement en détention. On attend d'une minute à l'autre effectivement la décision du JLD. Mais pour les avocats, ça s'arrange en tout cas, puisque normalement, si tout se passe bien, d'ici 1 heure, 2 heures, allez, maximum 3 heures, le mouvement devrait être levé. Merci beaucoup Patrick, on reviendra avec vous si d'autres informations nous parviennent tout à l'heure. Alors je me tourne vers vous Pierre, on l'a vu, les avocats en colère, on a suivi ce mouvement depuis plusieurs jours. Alors vous avez eu les dernières tendances de certains avocats, quelle est clairement leur position Oui, écoutez, j'ai eu Fatima Ousseni, comme le disait Patrick, ça on voulait un peu connaître exactement l'ambiance, parce qu'il y a quelques minutes, Fatima Ousseni nous disait venez, puisque là il va se passer quelque chose. Ils ont tenu une conférence de presse voilà, pour expliquer. Alors apparemment les choses vont s'arranger, en tout cas selon les informations que Patrick vient de nous donner. Maintenant effectivement c'est un mouvement qui s'est durci, et c'est un mouvement qui a eu beaucoup d'impact. C'est-à-dire qu'on voit à Mayotte il y a beaucoup de grèves, il y a beaucoup de mouvements. Là on est sur un mouvement national, un mouvement, on l'a vu, voilà, là on voit les
des avocats qui font une haie de déshonneur pour l'avocat réunionnais qui n'a pas soutenu. Mais c'est vrai que c'est un mouvement qui est très, très soutenu au niveau national. La plupart des barreaux étaient en grève et ils ont fait une véritable pression. Il y a une pression qui a été faite et le gouvernement semble en passe de céder. Donc c'est un bras de fer qui est gagné. Preuve s'il en est que voilà, dans certains mouvements ont plus de poids et réussissent à se faire entendre. Merci beaucoup Pierre, on reviendra avec vous tout à l'heure pour un autre sujet. Et hier après-midi, plusieurs chiens probablement utilisés pour des cambriolages ont été abattus par le comité de surveillance de Kaweni, quartier de la Jolle. Des témoins parlent de plus d'une dizaine de chiens brûlés et torturés à mort, de quoi indigner l'association Gueule d'Amour qui se bat pour la cause animale sur le département où ce genre de pratiques ne sont pas nouvelles. Les explications dans ce sujet signées Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Ces jeunes du quartier de la Jolle à Kaweni avouent avoir abattu des chiens pour lutter contre la délinquance qui sévit dans le quartier. En effet, ils reprochent à certains jeunes de dresser ces animaux pour pouvoir ensuite commettre des méfaits. Ils ont donc mis à mort les chiens afin de chasser leurs propriétaires. Ce temps-ci, il y a des chiens qui... C'est un bon moment qu'il y a des chiens qui font des allers-retours avec des petits, qui fait l'insécurité des jeunes du quartier et des villageois en fait. Donc nous, on s'est révoltés, on en a marre. Maintenant, vu qu'ils sont chassés de Kaweni avec leurs chiens, ils sont venus à la Jolle. Mais là, nous, on ne peut pas accepter ça puisque ça fait bientôt 10 ans qu'on est ici. Donc il n'y a pas eu ces genres de trucs-là, ce phénomène-là. Maintenant, ça fait 2-3 mois, il y a des chiens, des personnes qui ne se sentent pas en sécurité parce qu'il y a des petits qui viennent, qui font des allers-retours avec leurs chiens, qui menacent, qui arrachent les sacs et tout. Donc nous maintenant, notre mobilisation, c'est en fait pour stopper tout ça en fait. Ces jeunes disent vouloir que les pouvoirs publics leur viennent en aide pour lutter contre la délinquance. Une réunion est ainsi prévue ce samedi à 14h dans le quartier. Mais pour la présidente de l'association Gueule d'Amour, ces actes sont inhumains et n'ont de cesse de se reproduire à Mayotte, à son plus grand désespoir. Encore un drame, encore une incompréhension, encore maltraitance sur animaux. Et ça continue. On n'arrive plus à gérer ce problème de torture et de maltraitance. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. C'est devenu récurrent parce qu'aucune action n'est menée jusqu'à son terme. Parce qu'à chaque fois, il nous manque des noms, il nous manque des précisions, il nous manque des faits avérés. Chaque fois que nous avons, nous, déposé plainte avec des faits avérés, les plaintes sont arrivées à leur fin. Parce que le procureur avait de quoi investiguer. Mais chaque fois qu'il y a des assassinats, des meurtres, des pendaisons, des exactions commises sur des animaux, si on n'a pas le nom des auteurs, les plaintes finissent au panier parce que la police, la gendarmerie n'enquête pas. Une fois encore, Dominique Fourneau a saisi le procureur afin de porter plainte. Elle souhaite que les coupables soient sévèrement punis pour que ce genre de pratique cesse une fois pour toutes. On est en train de déposer plainte auprès du procureur. La police est en train d'enquêter également parce qu'il y a des témoins qui sont en train de se manifester. Et nous avons des images, nous avons des photos et nous avons des visages également. Donc nous irons jusqu'au bout parce que c'est inadmissible dans un département français de faire ce genre de choses. Que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, que ce soit des gens qui n'aiment pas les animaux, on peut trouver d'autres solutions. Appeler la DAF, appeler les services vétérinaires, appeler l'association, appeler la police, appeler la gendarmerie. Mais en aucun cas on a le droit d'assassiner des chiens au prétexte qu'ils servent à des gamins pour faire des cambriolages. C'est inadmissible. La condition animale semble loin d'être une priorité pour une partie de la population du 101e département. Et le meilleur ami de l'homme est souvent le premier à en faire les frais. Alors Pierre, il y a quelques jours, on traitait justement de ce sujet de ces jeunes qui s'entourent de chiens pour se protéger. Et là, l'une des conséquences, ces chiens font probablement peur à la population et donnent lieu à des actes de torture et des actes sordides sur ces animaux. Comment ça se passe? Alors ce comité, de quel droit, on va dire, a-t-il agi de la sorte? Écoutez, effectivement, on a fait un sujet dernièrement avec des jeunes qui disaient, c'est pas tout à fait exactement le même cas de figure, puisqu'ils disaient,
faire ça. Voilà, ils élevaient des jeunes chiots pour se protéger. Alors là, en l'occurrence, ils se protégeaient d'autres bandes, voilà, d'agressions parfois entre bandes. Des chiens instrumentalisés, on va dire. Hein. Tout à fait. Par contre, il s'agit dans les deux cas, parce que là, on est donc aujourd'hui, ce sont des chiens qui servent à des cambriolages, qui servent à arracher des sacs à main, qui servent à faire peur. Donc effectivement, ce sont des chiens qui sont instrumentalisés dans les deux cas. Alors ça révèle un peu effectivement la condition animale sur le département. C'est pas la première fois que ça arrive. Les témoins nous disent peut-être 10 chiens avec des chiots. Enfin bon, quoi qu'il en soit, c'est une abomination. Voilà, c'est pas la première fois, ça continue. C'est quand même très barbare. Et effectivement, on comprend que la présidente de Gueule d'Amour, parce que finalement, ces chiens sont complètement victimes, ils sont instrumentalisés. On s'en prend pas à leur maître, on s'en prend à eux. C'est eux qui paient les pots cassés à tous les niveaux. C'est vrai que ça suffit. Alors aujourd'hui, que risquent ces jeunes qui justement sont avec des chiens? Est-ce qu'ils sont interpellés? Est-ce que quelque chose se passe, des actions sont menées pour les sensibiliser à d'autres moyens justement d'utiliser, on va dire, ces chiens? Écoutez, le problème c'est que, vous savez, les forces de l'ordre ont tellement de travail sur le département que, effectivement, mener des enquêtes pour un chien torturé, c'est pas la priorité et on le comprend. Maintenant, il faut vraiment sensibiliser à la cause animale et enfin, on ne peut pas comme ça torturer des chiens. Enfin, c'est d'une barbarie sans nom. C'est invraisemblable. Ils sont massacrés, ils sont pendus, ils sont brûlés. On comprend pas vraiment l'intérêt de faire ça. On a vraiment des difficultés à comprendre. Voilà pourquoi on fait ça. Alors là, effectivement, l'association, enfin, ils veulent créer une association puisqu'ils en ont marre de la délinquance. Ils aimeraient que le quartier de la Geôle devienne un quartier sécurisé. Et s'ils ont fait ça, c'est pour sécuriser le quartier. C'est en tout cas ce qu'ils expliquent. Ils expliquent, mais effectivement, comme le dit la présidente, tuer des chiens qui n'y sont pour rien dans l'histoire pour sécuriser le quartier, je pense qu'il faudrait peut-être faire appel aux forces de l'ordre ou à d'autres autorités plutôt que d'agir ainsi. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions. Et ce matin, la gendarmerie de Pamandzi a été appelée par un particulier qui a découvert des jeunes occupant sa propriété. Depuis hier, en effet, une jeune adolescente accompagnée de 5 garçons se sont en effet introduits hier chez lui pour s'y amuser. Les gendarmes ont donc interpellé les adolescents ainsi que la jeune fille sous les regards interloqués des habitants du quartier. Reportage Shakila Essouf et Fred Souleymana. Nous sommes à l'abattoir, quartier La Vigie, et les résidents sont loin d'imaginer ce qui s'y déroule depuis hier en fin de journée. Mais ce matin, vers 10h, ils prennent conscience qu'une jeune fille mineure a passé la nuit en compagnie de 5 jeunes hommes dans un banga d'un de leurs voisins absents. wala wafikiana wamsiki wa utungu ta mwanamta ja alankeme majirani wakia jai yiri serikali wa jawono mwanamta tuna rengwa vingo lopitali andangaliwe tungu modeliza panshia ka wanu ambamba okambamba wakula tungu nyodo atirongo. Une violation de domicile motivée par la volonté d'avoir des rapports sexuels. La jeune fille semblait d'ailleurs connaître les lieux pour y avoir déjà emmené plusieurs jeunes hommes. Ce groupe d'amis qui connaît bien les 5 jeunes interpellés pour violation de domicile donne ainsi leur version des faits. Après des jeunes en pleine adolescence qui, pour assouvir leurs désirs, ont forcé cette clôture en tôle et sont entrés chez un particulier sans autorisation. Les gendarmes leur ont donc expliqué la loi si aucune sanction ne leur était infligée. Pour cette fois, la violation de domicile représente en effet un délit pénal dans la plupart des systèmes juridiques et est puni d'une peine maximale d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Ces jeunes sont désormais prévenus.
Les premières pluies commencent à sévir sur le département et avec elles, la saison chaude s'installe doucement mais sûrement. Les métabolismes sont toujours mis à rude épreuve à cette période de l'année et faute de précautions suffisantes, de nombreux administrés finissent au CHM. Nous sommes donc partis à la rencontre de la population pour savoir comment chacun appréhende cette nouvelle saison. Un sujet signé Shakila Essouf, Pierre Bellucci et Fred Soleimana. Redoutée par certains, appréciée par d'autres, la nouvelle saison qui s'installe a le don de changer le quotidien des administrés. Fatigue, problèmes respiratoires, allergies. Pour éviter tout problème lié aux fortes chaleurs et au taux d'humidité, à chacun sa méthode. Lazima watu ande hamindu wafanye mwana sporo wavungudze stoambu ya matra warengesu ya nzuzuri. Boire beaucoup d'eau et puis essayer de rester au maximum à l'ombre quand on travaille pas quoi. Profiter. Vous avez l'habitude ou... nous ça fait que 1 an qu'on est là donc on connaît pas encore beaucoup. Donc on espère qu'on va pas trop souffrir des grandes chaleurs quoi. Pour nous en tant qu'adultes ça va aller, c'est plus pour les enfants, les bébés qu'il faudra qu'on les laisse dormir dans les chambres climatisées pour les siestes et les choses comme ça quoi. Essayer de mettre la clim à 27-28 pour pas qu'il y ait de choc thermique trop important, pour pas qu'ils soient pas malades. Mais puis voilà, un petit peu d'ombre, un peu de fraîcheur et puis boire beaucoup d'eau quoi. Les prévisions sur les 3 prochains mois annoncent des températures records sur le département. Certains y voient donc des causes à effet, notamment le dérèglement climatique lié à une activité humaine toujours plus dévastatrice. À mon avis, je pense de laisser les arbres, il ne faut pas couper les arbres parce que s'il y a les arbres, ça donne de l'air. S'il y a les arbres, c'est à cause des arbres qu'on aura de l'eau à boire, à faire tout ce qu'il faut là. Et là, la chaleur, il y a beaucoup de chaleur même quand on mange. Oui, il y a beaucoup de chaleur parce que les gens coupent trop les arbres, donc il n'y a pas de l'air. Et vous allez faire comment vous? Moi, je donne les gens, il ne faut pas couper les arbres, il faut planter aussi les arbres. En cette saison, la prudence doit rester de mise, notamment pour les personnes les plus fragiles. Bien s'hydrater ou encore ne pas trop s'exposer au soleil, voici 2 préconisations à respecter pour éviter de trop mettre son organisme à contribution. Depuis hier, le professeur Jean-Jacques Eledjam, président de la Croix-Rouge française, est en visite sur le territoire. Il est allé à la rencontre des bénévoles et des salariés de la délégation de Mayotte ainsi que des différents partenaires institutionnels. L'occasion de rappeler le rôle et les missions de la Croix-Rouge dans les domaines de l'action sociale, de la protection de l'enfance ou encore en matière de préparation et de réponse aux catastrophes. Un sujet signé Shakila Essouf, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. La misère a été inventée par les hommes, c'est aux hommes de s'en débarrasser. Combattre la misère et la précarité, voici la mission que s'est fixée la Croix-Rouge au niveau international. À Mayotte, la délégation joue un rôle très important tant les problèmes humains sont nombreux. Elle se base donc sur certains principes, notamment en termes de prise en charge des personnes en situation de grande précarité. Moi, j'ai un principe que j'essaie d'inculquer, en particulier en matière de migration, sur trois grands éléments qui découlent de ces principes. C'est l'inconditionnalité de l'accueil, la mise à l'abri et l'accompagnement. Tant que ces 3 éléments ne sont pas réunis, on ne peut pas rencontrer la Croix-Rouge française, ni la Croix-Rouge au sens large. Donc cette inconditionnalité d'accueil, je ne veux pas savoir qui vient me voir, je veux simplement savoir ce dont il a besoin. En partenariat avec d'autres associations comme Tama, Caritas ou encore Solidarité Mayotte, la délégation mahoraise de la Croix-Rouge vient en aide à toutes sortes d'individus en détresse. On voit de plus en plus de toutes sortes de bénéficiaires qui arrivent. On a des métros, on a des mahorais, on a de tout. Il ne faut pas dire que la misère touche tout simplement quelqu'un qui vit dans un bidonville. Maintenant, on a remarqué toutes sortes de personnes qui viennent. La demande varie en fonction des personnes et des familles et composition de famille. Donc, mais nous on prend l'exemple, ce que nous on fait, on ne peut pas dire parce qu'on ne peut pas non plus tout faire tout de suite. Mais aujourd'hui, on varie carrément. Les gens qui viennent chez nous, c'est surtout tout ce qui est besoin alimentaire et vestimentaire en premier lieu. Et aussi maintenant, l'hébergement. Les gens commencent à poser la question sur l'hébergement. Hébergement, accueil, soins, la Croix-Rouge agit en effet dans les domaines de l'action sociale ou encore de la protection de l'enfance.
La venue du président de la Croix-Rouge française doit ainsi permettre de faire un tour d'horizon des défis qui attendent la délégation territoriale. Nous allons faire en quelque sorte une feuille de route. Cette feuille de route va aboutir à un diagnostic territorial et va mettre en place une préfiguration. C'est-à-dire, il y a une offre éducative dans laquelle il faut s'engager, il y a beaucoup de mineurs isolés, il y a un certain nombre d'enfants qui n'ont pas accès à l'école ou qui sont déscolarisés. C'est un des chantiers sur lequel voudrait s'engager la Croix-Rouge. Il y a une possibilité d'ouvrir un certain nombre d'établissements, comme les soins infirmiers à domicile, sur lesquels l'État va faire des propositions et le département. Nous allons jouer notre rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics. La Croix-Rouge est née d'une volonté utopiste de mettre fin à la misère et à la précarité dans le monde. S'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre cet objectif, l'espoir d'un monde meilleur continue d'animer les membres de ce mouvement, créé en 1863. Et à moins d'une semaine de la grève générale du 3 novembre, les préavis de grève s'empilent. Aujourd'hui, ce sont des agents du conseil départemental qui ont déposé un préavis pour dénoncer leurs conditions de travail. Ce matin, l'ancien directeur de la CIM, Mahmoud Aziari, était sur notre plateau. Lui, le grand artisan de la grève contre la vie chère. Il a affirmé sa présence dans le cortège du mouvement qui se prépare, tout en expliquant les différences avec le mouvement de 2011. On l'écoute lors de la matinale de Cauzy. Je pense que réellement là, cette fois-ci, c'est Salim Naouda qui a eu le mot juste en parlant de révolution sociale. Et si on met à côté de la revendication du réforme qui parle d'égalité économique, et si on met l'égalité économique et cette révolution sociale, à ce moment-là, on obtient un ensemble qui va dire à l'État, finalement, Mayotte ne veut plus être gouverné par le mépris et par l'abandon, par la négligence. On n'est plus en période coloniale. Il faut que Mayotte rentre pleinement dans la République française, que ici l'État ne soit pas un État colonial et un État républicain. Et donc, le droit commun ne doit pas aller simplement sur les impôts fonciers, sur les impôts, sur tout ce qui fait mal. Le droit commun doit aussi aller dans ce que l'être humain a pu revendiquer de fort, le droit du travail, puis un esclavage, la sécurité sociale. C'est quand même les grands sujets que la France a obtenus dans l'après-guerre. Je propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mercredi 28 octobre. C'est tout de suite et c'est dans l'actualité en bref. Le président du conseil départemental a rencontré Georges-Paul Langevin, ministre des Outre-mer, le 13 octobre dernier. Le lendemain, Bahadine Ibrahim Ramadani prenait part au 85e congrès de l'Assemblée des départements de France. À l'issue de 3 jours de débat, une motion sur la situation financière des départements a été adoptée à l'unanimité par les membres de l'association. Elle rappelle leurs difficultés à assumer les dépenses sociales relevant de leurs compétences, tout particulièrement celles liées au RSA. Pour mémoire, la dotation allouée en 2015 au conseil départemental de Mayotte est de 15,4 millions d'euros, quand les extrapolations faites par la direction du RSA font apparaître, au regard des dépenses estimées pour l'année à 21 millions d'euros, un solde à charge du département de près de 6 millions. La motion n'est donc pas anodine et le rappel des difficultés rencontrées par les départements depuis la décentralisation de 2004 met l'État devant ses responsabilités. En effet, l'absence de compensation pérenne des allocations individuelles de solidarité nationale que sont le RSA, l'APA et la PCH remettent en cause l'égalité territoriale. L'ADF exige donc des mesures immédiates permettant de ralentir l'envolée des dépenses sociales que les départements versent au nom de l'État. À défaut d'avancées concrètes, des actions fortes sont envisagées, comme ne plus cofinancer certains investissements tels que les casernes de gendarmerie, les routes ou les contrats de plan. Pour l'heure et dans l'attente de réponse, l'ADF préconise pour les départements en difficulté de reporter l'examen de leur budget 2016 au printemps prochain. Hier matin, des trompes d'eau se sont abattues dans le sud de l'île. Avec la déforestation intensive et l'urbanisation galopante, la terre n'est plus retenue et les caniveaux mal entretenus forment alors des barrages et produisent des vagues dangereuses qui envahissent d'un seul coup les rivières. C'est ce qui s'est produit hier sur la rivière Ruaca. En quelques instants, elle s'est transformée en véritable torrent de boue et de détritus. Les routes ont été envahies et des cultures emportées, fort heureusement sans faire de victimes. Les lavandières avaient quitté les lieux et les enfants avaient rejoint les bancs de l'école. Cependant, le danger est bien réel et les paisibles cours d'eau, voire les caniveaux, peuvent se transformer en machines à tuer.
Chaque année, les mêmes scènes se reproduisent et la préfecture rappelle les mesures de prudence à respecter, notamment éloigner les plus jeunes des points d'eau pouvant devenir meurtriers à tout moment. Le conflit entre la Smart et MCG serait-il en passe de voir le bout du tunnel ? Une délégation de 4 personnes de la coopérative ouvrière réunionnaise, les actionnaires de la Smart, sont arrivés hier sur le territoire pour s'entretenir avec Idanel. Les discussions se tiennent depuis 2 jours et ont été positives. Un protocole de sortie de crise pourrait ainsi être signé ce vendredi. La proposition faite par Mayotte Channel Gateway pour 1 an porterait sur un volume de 15 000 boîtes à l'import et 5 000 à l'export qui seraient traitées par la Smart. En cas de déchargement à l'aide des grues, MCG facturerait la Smart qui de son côté refacturerait à l'armateur. Si cela venait à se confirmer, il s'agirait d'une très bonne nouvelle pour les 196 salariés de la Smart qui voient enfin quelques éclaircies quant à leur avenir. Affaire à suivre. Et enfin, avec la saison des pluies qui démarre, les mangues et autres fruits à pain font leur retour sur les étals. Les Mahorais les cuisinent à toutes les sauces et les voulets en sont garnis. Mais pour le moment, c'est avec beaucoup de mal que les vendeuses arrivent à vendre leurs produits, sans compter sur le balai incessant des forces de l'ordre qui font la chasse aux vendeurs clandestins. Reportage Shakila Issouf et Fred Leslie Vimné. Frits, grillés, cuits à l'eau ou en sauce tomate ou avec du lait de coco, les Mahorais raffolent du fruit à pain qui s'accompagne avec toutes les viandes. La saison débute et ces vendeuses à la sauvette espèrent faire recette. Les matiti mihuza taro doero kamra afanya linu mrato katsuhuya linu mra tokiri mraje ununu ende afanye mtolola au yapie batabata au yapie na trovi na nazi na fi. Pas le temps d'en vendre puisque la police municipale fait des rondes quotidiennes et comme à chaque fois, ces vendeuses ramassent leurs marchandises de peur de se les faire saisir. Le quotidien de ces femmes est chaque jour rythmé par les patrouilles de la police municipale. Elles disent même s'y être habituées. Okiri kalbati sharkaza wato para wanunue sao lirizue lera lishe tena saibanu ribamie liwa lawa rikaze maisha kama de namna hii tofanya general sariesh. Chacun fait son travail, mais il n'en reste pas moins que ces fruits à pain ou autres mangues vont remplir les assiettes durant toute la saison pour le plus grand bonheur de tous. Et avant de nous quitter, un petit point en direct du tribunal de grande instance avec Patrick Mian. Patrick, est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien, Mina. Alors, qu'en est-il? Est-ce que la situation a bougé? Les choses ont évolué depuis tout à l'heure? Votre dernière intervention? Depuis tout à l'heure, Moula est toujours chez le juge des libertés et des détentions. On n'a pas encore la réponse, ça ne devrait pas tarder effectivement. La famille est ici et attend avec impatience l'ultime décision. Le juge d'instruction a demandé la détention provisoire. Le JLD doit confirmer ou pas cette décision. Mais ici, effectivement, tout le monde s'attend effectivement à ce genre de décision. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici au tribunal pour soutenir des gens qui ne sont pas forcément du village. C'est le cas de Ali Omar qui est avec nous. Ali Omar, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes venu comment pour soutenir? Je suis venu d'abord parce qu'en tant que Mahorais, en tant que citoyen, donc je suis venu aux nouvelles parce que c'est une situation terrible, donc qui nous touche particulièrement. Pour tous ceux qui font de la politique? Pour tous ceux qui font de la politique et pour tous ceux qui s'intéressent à ce pays, donc on est venu aux nouvelles. Beaucoup de gens, hein, je vous l'ai dit à l'instant, Amina, sont venus effectivement aux nouvelles. On va le savoir, là je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais on va le savoir dans les secondes qui viennent. Les lumières s'allument derrière. Logiquement, Moula devrait dormir à Magicabo ce soir. Merci beaucoup Patrick et Pierre, on l'a vu, hein, Patrick l'a dit, pour l'instant on attend encore la décision du juge et nos équipes vont suivre bien sûr tout au long de la nuit s'il le faut pour savoir quelle sera l'issue de cette affaire.
Oui, effectivement, on va suivre. Après, il y a de grandes chances tout de même qu'il soit incarcéré à Majicavo, du moins en attendant un jugement prochain. Voilà. Après, c'est effectivement, on a fait plusieurs sujets, notamment sur le sentiment de la population. Il y a la présomption d'innocence, il faut absolument garder cette présomption d'innocence. On ne sait pas exactement ce qu'il en est, c'est à la justice de faire son travail. Maintenant, effectivement, s'il est fautif, s'il y a eu fraude, c'est un homme politique, il est censé montrer l'exemple, il est secrétaire fédéral du Parti Socialiste, ancien maire, ancien élu. Effectivement, la sanction risque d'être de la prison. Merci beaucoup Pierre, et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez retrouver en rediffusion sur notre site l'infocoésie.fr et sur OM5. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Mansour Kamardine. Il était ce matin au micro de Patrick Mian, que vous retrouverez demain dans la matinale. Excellente soirée à vous sur KTV.